On entend souvent de très bonnes nouvelles à la radio ou à la télé concernant notre économie. Des créations d'emplois qui explosent, des courbes du chômage qui s'inversent enfin. Bref, sur le papier, tout semble aller pour le mieux. Pourtant, quand on gratte un peu sous la surface, la réalité sociale est beaucoup plus nuancée. Dans ce décryptage, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi ces succès retentissants sur le front de l'emploi ne racontent finalement qu'une toute petite partie de l'histoire et surtout pourquoi la précarité fait de la résistance. Le chômage baisse, mais la pauvreté persiste. Pourquoi ? C'est vraiment la question centrale, le grand mystère qui va guider toute notre analyse aujourd'hui. Comment expliquer que les taux de pauvreté refusent obstinément de chuter, alors même qu'on célèbre des baisses historiques du nombre de chômeurs ? C'est une contradiction assez fascinante. Et pour bien la comprendre, il va falloir décortiquer la mécanique même de ce qu'on appelle la pauvreté à notre époque. Au programme aujourd'hui, on va d'abord définir les deux visages de la pauvreté, puis comprendre le rôle crucial du salaire médian, avant d'attaquer ce fameux paradoxe du chômage. Ensuite, on identifiera les nouvelles figures de la précarité, on fera le point sur le déclin silencieux des pensions de retraite, et on terminera par une notion hyper importante, la pauvreté subjective. Première étape, les deux visages de la pauvreté. C'est absolument essentiel pour bien distinguer la survie de l'inégalité. Parce que oui, la pauvreté, ce n'est pas un concept unique et universel. En fait, il y en a deux formes bien distinctes. D'un côté, on a la pauvreté absolue, ou primaire. Là, on parle de survie pure et dure. C'est ne pas avoir accès à l'eau potable, à suffisamment de nourriture ou à un toit. C'est souvent défini par un revenu de moins de 500 $ par an dans les pays en développement. Mais de l'autre côté, et c'est ce qui nous intéresse en France, on a la pauvreté relative. Ici, l'enjeu ce n'est pas la survie au jour le jour, c'est l'inégalité. C'est quand les contraintes budgétaires sont tellement sévères qu'elles empêchent de vivre normalement, de consommer ou de participer aux mêmes activités que le reste de la société. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, comprendre le salaire médian, qui est la vraie référence pour évaluer cette pauvreté relative. Pour mesurer la pauvreté relative avec précision, on utilise ce qu'on appelle le salaire médian. Et attention à ne pas le confondre avec le salaire moyen, c'est très différent. Le salaire moyen, il est toujours artificiellement gonflé par les très hauts revenus. Le salaire médian, lui, il est beaucoup plus fidèle à la réalité. Il coupe littéralement la population en deux. Pile 50% des gens gagnent moins et pile 50% gagnent plus. C'est vraiment le miroir parfait de ce que gagne le cœur de la population d'un pays. Pour rendre ça super concret, voici le chiffre estimé pour la France d'ici 2026, 2 190 € net par mois pour un temps plein. C'est ce chiffre-là qui sert de fondation, de point zéro, pour calculer tout le reste. Et c'est justement à partir de ce point zéro qu'on trace la ligne rouge. En France, on est considéré comme statistiquement pauvre quand notre niveau de vie tombe en dessous de 60% de ce salaire médian. Parfois, on utilise aussi la barre des 50% pour la pauvreté plus sévère. La subtilité qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce calcul prend en compte l'ensemble des revenus du foyer. Donc si une personne gagne le SMIC mais vit avec quelqu'un qui a un très haut salaire, le ménage global ne sera pas considéré comme pauvre. Troisième partie, et c'est vraiment le cœur de notre décryptage, le paradoxe du chômage. Bref, une baisse du chômage, mais des difficultés qui s'accrochent. C'est là que les choses deviennent étonnantes. Regardons les chiffres bruts de l'emploi, ils sont excellents. Entre 2015 et 2022, le chômage de longue durée a littéralement fondu, passant de 4,3% à seulement 2%. Et pour le chômage de très longue durée, celui qui dépasse les 2 ans, la chute est encore plus spectaculaire. On passe de 2,4% à 1%. Sur le papier, c'est une victoire économique totale. Sauf que voilà, le grand écart entre ces deux courbes est saisissant. D'un côté, le taux de chômage a plongé d'environ 3 points sur la période, c'est énorme. Mais de l'autre, le taux de pauvreté monétaire, lui, il ne bouge pas d'un millimètre. Il reste là, haut et désespérément plat. Alors, comment est-ce qu'on peut remettre autant de gens au travail sans faire baisser la pauvreté ? L'explication est un peu brutale. Cette baisse du chômage a été gonflée par des emplois précaires, des emplois dits atypiques et de faible qualité. On parle de petits contrats temporaires, de temps partiel très souvent subis, d'apprentissage ou de contrats aidés. En clair, le fait d'avoir un emploi aujourd'hui, de signer un contrat, ça ne garantit absolument plus de sortir de la précarité. Si cet emploi ne permet pas de franchir ce fameux seuil monétaire vital, le foyer reste coincé dans la pauvreté relative. Quatrième point, on va mettre des visages sur ces chiffres, les nouvelles figures de la précarité. Qui sont précisément ces travailleurs pauvres ? Le marché du travail s'est littéralement métamorphosé. Les indépendants, par exemple, représentent aujourd'hui plus de 13% de l'emploi total. Et dans ce groupe, un quart sont des micro-entrepreneurs. C'est l'illustration parfaite de l'ubérisation de notre économie, avec les livreurs, les chauffeurs, etc. Et le constat est assez glaçant. Plus d'un travailleur indépendant sur 10 gagne moins de la moitié d'un SMIC annuel. Ils vivent largement sous le seuil de pauvreté. Ce grand boom de l'entrepreneuriat dont on parle tant masque souvent une précarité très profonde.
Et ce ne sont pas les seuls. Chez les ouvriers non qualifiés, le taux de pauvreté explose. Il est 3,5 fois plus élevé que chez les cadres. Les femmes, de leur côté, sont lourdement pénalisées depuis toujours par le recours massif au temps partiel qu'elles ne choisissent pas la plupart du temps, ce qui ampute directement leurs revenus. Et pour ceux qui enchaînent les missions en CDD ou en intérim, plus d'1 sur 5 se retrouve finalement dans un emploi tellement court qu'il rebascule presque immédiatement à la case chômage. C'est un cercle vicieux. Cinquième partie, le déclin des pensions. C'est une pression silencieuse mais féroce qui s'exerce sur les retraités et les inactifs. Il n'y a pas que les actifs qui ont du mal à joindre les deux bouts, l'horizon s'assombrit aussi pour les retraités. Pendant très longtemps, on a bénéficié d'un phénomène génial qu'on appelait l'effet de Noria. Chaque nouvelle génération de retraités partait avec une pension plus élevée que la génération précédente. Ça tirait la moyenne vers le haut. Eh bien, depuis 2017, la machine s'est grippée et cet effet s'est inversé. Les nouveaux arrivants touchent des pensions légèrement inférieures à la moyenne. Si on ajoute à ça l'inflation galopante, en euros constants, la pension moyenne de nos retraités a tout simplement diminué. Résultat immédiat de cette perte de pouvoir d'achat, le taux de pauvreté chez les retraités est remonté à 10,8% en 2022. C'est un chiffre qui ne cesse de grimper depuis 2017 et qui frappe tout particulièrement les moins de 75 ans et les personnes inactives pour cause de maladie ou d'invalidité. Sixième et dernière partie de notre analyse, la pauvreté subjective. Et on va voir que le poids psychologique joue un rôle immense. Parce qu'au-delà des statistiques froides de nos comptes en banque, il y a le ressenti, ce sentiment très intime, très lourd de ne pas s'en sortir. Et là, le bond est dramatique. Entre 2015 et 2022, la proportion de la population qui se considère psychologiquement comme pauvre est passée de 12,4% à 18,7%. C'est une augmentation fulgurante qui dépasse de très loin la simple mesure monétaire. On voit même ce sentiment de déclassement toucher des ménages qui gagnent pourtant bien plus que le seuil de pauvreté officiel. Qu'est-ce qui nourrit cette angoisse ? Principalement la flambée des prix des produits de première nécessité, l'énergie, l'alimentation au supermarché. C'est aussi un pessimisme profond, une peur viscérale du lendemain et de la perte d'emploi. Ce sont des activités du quotidien qu'on doit annuler, l'impression tenace d'être mis de côté. Et un détail statistique qui fait froid dans le dos, le simple fait de percevoir le RSA augmente de 60% le risque de se sentir pauvre. C'est la preuve d'une stigmatisation sociale encore très forte vis-à-vis des aides de l'État. Tout cela nous pousse à une vraie remise en question. Pendant des décennies, le pacte social était simple. Trouver un travail, c'était la garantie ultime pour réchapper à la pauvreté. Aujourd'hui, on voit bien que ce modèle est complètement fissuré. Des millions de personnes travaillent dur, font des missions d'intérim, cumulent les statuts d'indépendants et pourtant n'arrivent plus à suivre. Si on parvient à faire baisser le chômage à des niveaux historiques, mais que le taux de précarité reste figé, une question s'impose de toute urgence. N'est-il pas grand temps de changer de boussole et de redéfinir la façon dont on mesure la véritable réussite d'une économie ? Je vous laisse y réfléchir.